La gloire de l'empereur est une évidence à laquelle je ne saurais porter atteinte. Je ne discute pas la grandeur du personnage, le talent du soldat, la puissance de travail de l'administrateur, ni même le brio du propagandiste. Mais je les considère sans céder à la fascination. Il n'a pas fait une énième biographie. D'après l'historien napoléophile M. Jean Tullard, 70 000 livres sur Napoléon seraient parus à ce jour. Vous l'avez donc compris, vous avez lu pour certains sans doute son livre. Notre invité ne porte pas des jugements à tort et à travers. Il s'inscrit dans une démarche qui est vraiment totalement différente. J'ai été frappé depuis longtemps par le contraste qui existe entre la formidable notoriété de Napoléon Bonaparte en France, mais aussi dans le monde, et ce que personnellement je croyais savoir des conséquences de son passage dans l'histoire pour notre pays et aussi pour l'Europe. J'ai donc voulu y aller voir de plus près. J'ai travaillé longuement sur la période du Consulat et de l'Empire, qui va de 1799 à 1815, et ce que j'ai trouvé en m'appuyant sur les travaux des historiens, que je salue, d'autres peut-être que ceux-là, a plutôt confirmé mes intuitions. Comme c'était dit il y a un instant, je ne me suis pas inscrit dans la légende noire qui s'est développée dès le passage de Napoléon en France et en Europe, une série d'hommes, de pamphlétaires, souvent de commis d'office par leurs États adversaires de la France, s'employant à dénigrer le premier consul et l'empereur, à baisser sa figure, à répandre sur lui des calomnies. Je n'ai en rien cherché à diminuer le personnage et je ne conteste pas son génie et son exceptionnelle personnalité. Par contre, je n'ai pas voulu rester non plus prisonnier de la légende dorée, celle qui mythifie la personne de Napoléon Bonaparte et son passage, légende qui a commencé d'ailleurs très tôt car Bonaparte, le général de l'armée d'Italie, sous le Directoire, a compris immédiatement l'intérêt de construire lui-même sa propre image. Il était, le mot n'existait pas à l'époque, au fond très soucieux des questions de communication. Et le bulletin de l'armée d'Italie a été conçu comme une série d'écrits, de proclamations à sa gloire. Il y a de nombreux hommes politiques qui ont écrit sur Napoléon Bonaparte. Il y a notamment un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui a consacré 3 ouvrages à la figure napoléonienne. Et j'ai été un petit peu amusé de voir qu'il ne figurait pas dans la bibliographie de votre ouvrage. Et donc je voulais savoir si vous les aviez consultés pour la rédaction de ce livre, et ce que vous pensiez de son approche, qui est à la fois plus historique et certainement plus consensuelle à l'égard de Napoléon, et notamment de l'héritage qu'il a laissé à la France. On n'a pas pris l'habitude de s'envoyer nos livres. On ne lit pas forcément ce que chacun produit. J'ai jeté un coup d'œil au livre, en tout cas celui que Dominique de Villepin a écrit sur les 100 jours. J'ai regardé aussi le livre de Philippe Séguin sur le Second Empire. Je crois quand même, je ne voudrais pas parler à la place de Dominique de Villepin, mais je pense qu'il est lui-même davantage tenté par la culture bonapartiste que je ne le suis moi, si vous voulez, qui m'inscrit plutôt dans la tradition républicaine et démocratique.
Donc nos tempéraments sont différents. Et donc, comme dans, je n'ai pas mon livre avec moi, mais dans la bibliographie, je mis parmi les ouvrages consultés, il y en a que j'ai lus et que je n'ai pas cités. Je voudrais savoir ce que vous pensez qui reste aujourd'hui du bonapartisme ou du napoléonisme, si vous préférez, et dans l'Europe que nous essayons de construire. Et est-ce que vous ne pensez pas que des mouvements d'extrême droite qui se développent dans pas mal de pays européens sont une résurgence de ce mouvement Bonaparte, entre autres? Merci. Oui, cette volonté de domination, mais il n'y a pas de xénophobie. Ni dans le bonapartisme initial, ni d'ailleurs dans ses avatars ultérieurs. Alors que ce qui caractérise un certain nombre des mouvements populistes d'extrême droite en Europe aujourd'hui, c'est la xénophobie, c'est l'hostilité à l'étranger. La plupart de ces mouvements dissimulent, pas tous, et en tout cas pas tout leur cadre, des formes d'antisémitisme, mais on sait qu'elles existent parfois chez un certain nombre de ces mouvements. Et il n'y avait aucun antisémitisme chez Napoléon Bonaparte, lequel, même si c'est la Révolution qui émancipe les Juifs, comme elle émancipe d'une certaine façon les protestants, qui n'étaient pas tout à fait des Français comme les autres, sous l'Ancien Régime, c'est Napoléon Bonaparte qui organise leur culte. Et de la même manière qu'il fait le concordat, tourné vers l'Église catholique, l'Église la plus puissante, enfin la religion la plus forte en France, bien sûr, à l'époque, de la même manière, il organise le culte des protestants, calvinistes ou luthériens, et le culte des juifs. Donc il n'y a pas non plus d'antisémitisme, alors que les traces existent chez un certain nombre de ces mouvements populistes. Xénophobie et nationalisme. On ne peut pas véritablement dire qu'il y a un nationalisme chez Napoléon. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un nationalisme dans un empire qui est fondé sur la conquête, si vous voulez. C'est-à-dire d'une certaine façon sur le dépassement de la nation, en quelque sorte. Donc il y a des différences profondes, mais pour autant, à travers l'hostilité aux élites, à travers la critique des institutions parlementaires, à travers la croyance en des chefs charismatiques, parce que dans la plupart de ces pays, ça se tourne quand même autour d'un leader puissant, d'un leader dont le style politique, dont la forme de gouvernance de son propre mouvement est quand même très autoritaire, si vous voulez. On trouve un certain nombre de traits qui peuvent rapprocher de ce qu'on a appelé le bonapartisme, si vous voulez. Donc, établissons les différences. C'est pourquoi à un moment, à la fin du livre et à propos des populismes, je parle d'un bonapartisme sans Bonaparte, en quelque sorte. Donc pour finir de répondre à votre question, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une tentation ou un risque bonapartiste en France aujourd'hui. Je suis frappé de la récurrence d'un certain nombre d'expressions autour de cela dans le vocabulaire journalistique, si vous voulez. Mais je crois que ça ne va pas plus loin. Par contre, les mouvements populistes sont une source d'inquiétude, qu'ils se situent à l'extrême droite, comme c'est le cas le plus souvent, ou qu'éventuellement on puisse en trouver certaines traces à l'extrême gauche.